Qui a écrit Le Roi Lion? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est, j'imagine, parce que vous aimez ce film. C'est pour ça que je ne vais pas le résumer et que je vais entrer directement dans le vif du sujet. Et j'espère avoir assez fouillé les coulisses de l'écriture pour vous apprendre un maximum de choses. De toute façon, je me sers du cas du Roi Lion pour faire passer une opinion un peu plus globale. Une opinion personnelle, je précise, subjective. Que ce soit dans le cas d'une bonne histoire ou d'une mauvaise, on a souvent tendance à s'imaginer qu'il n'y a qu'une seule personne derrière. Une plume, un conteur ou une conteuse. Maximum 2 ou 3. J'ai même l'impression que c'est plus souvent pour des scénarios incroyables qu'on se dit ça. Comme s'il était agréable de définir un génie en particulier, une tête pensante, un esprit supérieur en termes de créativité. Je pense par exemple à Christopher Nolan, à Alexandre Astier ou à Kojima, pour ne citer que. Mais ça c'est peut-être juste une impression. De toute façon, mon but dans cette vidéo c'est pas de dire que la bonne réputation de ces 3 personnes est usurpée. Elle ne l'est pas. Mais plutôt de montrer qu'une histoire c'est souvent l'affaire d'un groupe de personnes, avec plus ou moins d'implication. En 1928 naissent 2 monuments de la pop culture. Le premier, Mickey Mouse, la souris inventée par Walt Disney et Ub Iwerks. Are you the first original Mickey Mouse? Le second monument, c'est Osamu Tezuka, qu'on appelle aussi le père du manga. Et c'est un hasard très amusant que la naissance de ces 2 monuments de la pop culture ne soit séparée que de 15 jours. Parce que Tezuka adore les œuvres de Disney. Ça l'inspire, au point de dessiner des personnages avec des grands yeux. Et oui, les grands yeux, ça ne vient pas du manga à la base, mais des cartoons américains. Et c'est sans doute parce que Tezuka a pris une claque en regardant Bambi en 1942 que, une fois adulte, il va écrire et dessiner Junguru Taitei ou L'Empereur de la Jungle en 1950. Est-ce que vous le sentez venir, le serpent qui se mord la queue? Parce qu'il est difficile de savoir de qui vient l'idée de s'inspirer de Junguru Taitei pour faire le Roi Lion. En tout cas, quelqu'un dans cette histoire devait connaître l'œuvre de Tezuka. L'œuvre de Tezuka qui en Amérique prendra d'ailleurs le nom de Roi Léo. Roi Lion, Roi Léo. Et pour en rajouter une couche, le héros de Junguru Taitei s'appelait, dans la version américaine, Kimba. Kimba, Simba, on n'est plus à ça près. Donc, chez Disney, au moment de la création du film, qui savait et qui ne savait pas qu'on se dirigeait peu à peu vers un plagiat. Pour certaines personnes de Disney, tout ça n'est surtout qu'une coïncidence. Faut quand même pas nous prendre pour des imbéciles. Personnellement, je me sens maintenant en paix vis-à-vis de cette histoire. Et si ça peut aider d'autres personnes qui, comme moi, ont adoré Le Roi Lion étant enfant et ont plus tard découvert les œuvres japonaises, voilà pourquoi. Juridiquement, tout ça s'est terminé par le fait que la famille d'Osamu Tezuka a refusé de porter plainte contre Disney. La raison à ça, c'est que comme Osamu Tezuka était un grand fan de Disney, que ça l'a inspiré étant enfant et que ça a contribué à faire de son travail ce que ça a été, eh bien il n'aurait pas été outré par le fait que Disney reprenne une œuvre à lui. Au contraire, il en aurait été honoré. Perso, je trouve que ça fait au moins une sorte de happy end parmi tous les scandales de Disney. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark, et Hamlet va faire le ménage. Personne ne souhaitera bonne nuit à ce doux prince. Être ou ne pas être. Ne pas être. Cette fois, c'est tout à fait assumé par Disney que Le Roi Lion soit une réécriture de Hamlet. C'est de là que vient la mauvaise entente entre les frères Scar et Mufasa, de là que vient l'idée d'un fils qui va venger son père, et il devait même y avoir une réplique tout droit sortie d'Hamlet dans Le Roi Lion. Cette réplique devait venir au moment où Scar tue Mufasa. Et il aurait dû dire « Bonne nuit, doux prince », en mieux joué que ça. Et là, New Challenger donne Hahn, un producteur du film, qui dit non, il faut réécrire certains passages, s'éloigner un peu plus du matériau de base, et il faut notamment réécrire cette scène. En plus, Mufasa est roi, pas prince. Donc c'est bien mignon, mais un peu de cohérence ne ferait pas de mal. À la place, apparaît la réplique « Longue vie au roi ». Ce qui est, avouons-le, une très bonne blague. Certes morbide, mais très bonne. Je trouve pas ça drôle, Ed. L'inspiration shakespearienne sera même gardée pour la suite du Roi Lion. Hamlet laissera place à Roméo et Juliette.
Il n'y avait pas que les producteurs pour donner leur avis sur le film. À ça, on peut ajouter littéralement des centaines de personnes, dont un certain Christopher Vogler. Christopher Vogler, c'est un as dans le domaine du scénario. Un génie, je ne sais pas, mais en tout cas quelqu'un de très organisé. À la base, c'est de lui que je voulais parler et de son travail sur le Roi Lion dans une vidéo sur les scripts Doctor, mais il y avait beaucoup trop à dire sur le Roi Lion pour ne pas en faire une vidéo complète. Bref, pour le présenter rapidement, Christopher Vogler a d'abord commencé en tant que relecteur chez Disney, comme par hasard, et il a mis au point un petit document qui lui permettait à lui et à ses collègues de faire un travail plus rapide, plus automatique. C'est une sorte de gabarit qui permettait de repérer les erreurs les plus fréquentes dans un scénario. Et avant qu'ils ne s'en rendent compte, le document s'est mis à tourner dans tout Hollywood, et les scénaristes s'en servaient pour corriger leur propre scénario. Et tout ça en suivant un processus quasi automatisé. Est-ce que c'est de là que vient le fait que tous les scénarios de Hollywood ont l'air de se ressembler ? Oui et non. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. En tout cas, quand Christopher Vogler s'aperçoit que son document tourne un peu de partout, il s'est dit « J'existe de comprendre !» Alors il écrit un livre qui va se vendre comme des petits pains. Je suis passé à la boulangerie il n'y a pas longtemps. Pour en revenir au... Ok. Pour en revenir au Roi Lion, Vogler avait quelques critiques à faire. Heureusement, sinon parler de lui n'aurait aucun intérêt. Il trouvait par exemple que Rafiki était un peu trop ambigu. Mentor ou farceur ? Deux archétypes sur lesquels on reviendra un jour. Que veut dire ce charabia ? Ça veut dire que tu es un babouin, et moi pas. En gros, le mentor c'est Yoda par exemple, et le farceur c'est Loki ou Yoda. Vogler a proposé que Rafiki soit un peu plus mentor que farceur. Parce qu'avant son intervention, Rafiki n'était pas pris au sérieux par la famille royale, et Quel chantier. Allez vas-y, reste dans le cadre si t'as envie. Peut-être ça le truc. Il a proposé qu'à la limite, Zazu reste méfiant à l'égard de Rafiki, mais qu'au moins Mufasa le prenne au sérieux. Et au final, même le fait que Zazu se méfie de Rafiki a été balayé. Il a même été jusqu'à proposer l'idée que Rafiki soit un guide spirituel. Il a dit en plus, il a pas un truc bizarre au bout de son bâton, votre mandrille là ? Eh ben voilà, il le casse en deux, et un petit coup de pouce en travers du front, et puis boum ! Une des scènes les plus cultes du film. Vogler voulait aussi que la mère de Simba ait plus de place dans l'histoire, parce que ça manquait de personnages féminins. Oui, Sarabi, la mère de Simba, ne devait à la base servir que de figurante. Non, c'est faux. Dis-moi que c'est faux. Il y aurait encore plein de choses à dire sur le Roi Lion. Et d'ailleurs, je vais les dire. J'imagine qu'on en est qu'à la moitié de la vidéo. Donc à moins que je commence à regarder la caméra avec un air... Hé, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Et d'où il vient celui-là ? Même si le Roi Lion a l'air d'être dans le plus pur esprit Disney, ce n'est pas le cas de la scène la plus choquante du film. Walt Disney avait mal vécu la mort de la mère de Bambi. De la même façon que le public de Bambi avait mal vécu cette mort. Donc Walt ne voulait jamais reproduire cette erreur. Enfin, ce qu'il considérait en tout cas comme une erreur, ou du moins comme une trahison de son public. Et quand viendra l'adaptation du livre de la jungle, un personnage qui était censé mourir dans le livre ne va pas mourir à l'écran. Je vous laisse passer à ce moment de la vidéo si vous ne voulez pas savoir qui meurt dans le livre de la jungle. Et donc normalement, celui qui meurt dans l'histoire c'est Baloo. C'est Balo. Et Walt Disney, au moment de faire le film, s'est gentiment exclamé que l'ours allait vivre. Point barre. Alors quand plus tard les studios Disney décident de faire mourir à l'écran, et de façon bien franche, Mufasa, eh bien c'est une façon de s'émanciper de Walt Disney. Et là on peut même aller encore plus loin, parce qu'à la base, Mufasa devait mourir comme la mère de Bambi, c'est-à-dire hors champ. Il n'était en aucun cas question de voir le corps mort du père. Mais l'un des réalisateurs du Roi Lion, Rob Minkoff, qui avait aussi son mot à dire, voulait tester les limites de ce qu'on pouvait faire dans un film d'animation pour enfants. Il voulait savoir jusqu'à quel point on pouvait être un peu cruel à l'égard des enfants. À quel point on pouvait leur montrer la vérité en face. Non, Pumba, pas devant les enfants. Bah si. Et comme quoi il a eu raison, parce que peut-être qu'il a dépassé les limites, mais peut-être qu'il y en a instauré une nouvelle. À partir de ce moment-là, peut-être que on ne peut pas aller plus loin que la mort de Mufasa.
C'est une nouvelle frontière à ne pas dépasser. Peut-être, je sais pas, là j'improvise là. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et tant qu'on y est, parlons-en des 2 réalisateurs du Roi Lion. Des 3 réalisateurs du Roi Lion. Au début, il y avait George Scribner qui voulait que le Roi Lion soit une sorte de documentaire assez réaliste. Pas un live action, mais plus documentaire en tout cas. Roger Haller, qui n'était donc pas en retard, le rejoint très vite. Et c'est lui qui va choisir la directrice du scénario, Brenda Chapman. Et c'est ensuite quand George Scribner laisse sa place à Rob Minkoff que l'idée du documentaire est abandonnée au profit d'un film plus musical. Je vous épargne la biographie de Tout ce beau monde parce que déjà je suis même pas sûr de faire un truc hyper digeste là. En tout cas l'idée est là. Écrire ça peut être l'affaire de toute une troupe de gens qui se passent peu à peu le flambeau. Et pour ne pas rendre les choses plus faciles, au contraire, il faut que je vous glisse quelques mots quand même sur le fait que Le Roi Lion, c'est un conte d'inspiration africaine. Attention, pas un conte africain qui a été repris. C'est aussi pour ça que je trouverais dommage de résumer Le Roi Lion au plagiat d'un manga. L'œuvre japonaise ne transpire pas autant la culture africaine que celle de Disney, notamment vis-à-vis de la musique. Ah, comme le monde est petit. Non, tout ce que tu veux sauf ça. Et le décor, ça fait foncièrement partie de l'histoire. On aurait pu raconter tout ça sans le rocher du roi, sans la jungle de Timon et Pumba, sans les cascades, sans les cours d'eau. En somme, que dans une grande savane, plate, vide, eh bien l'histoire aurait manqué de puissance. Ça ne nous aurait pas donné l'impression que l'Afrique, et en l'occurrence le Kenya, est un vaste territoire diversifié, et pas seulement une savane qui jouxte un désert. Mais c'est aussi l'occasion, et je me sens pratiquement forcé de le faire, de vous parler du penchant moins magique de Disney là-dedans. Parce que certes, le film, l'histoire en elle-même est un hommage à la culture africaine, côté marketing, c'est pas tout à fait la même tasse de thé. Et l'exemple le plus probant de ça, c'est que Hakuna Matata est aujourd'hui une marque déposée par Disney. Hakuna Matata, qui je le rappelle, est une expression tout à fait banale. Ça veut dire pas de soucis. Ce serait un peu comme si Orelsan avait déposé la marque La Terre est ronde. Donc si vous êtes Swahili, que vous parlez le Swahili et que vous voulez utiliser l'expression Hakuna Matata dans le cadre du commerce, eh bien Disney vous l'interdit. Quoi? Pour l'instant, cette affaire n'est pas partie pour être une happy comme l'affaire de Tezuka. Revenons au côté positif de Disney. Enfin, aux bonnes idées du film. Est-ce que vous aviez remarqué un certain point commun entre Scar et un certain peintre extrémiste d'il y a 80 ans? Ou pour le dire autrement... En 6 lettres, petit nazi espiègle. Et là, ça amène à ces doubles degrés de lecture qu'on apprécie tant une fois adulte dans les œuvres de Disney. C'est là une grande différence entre le Roi Lion et le Roi Léo. Dans le Roi Léo, il y a la présence d'humains, mais pas dans le Roi Lion. Et la raison à ça, c'est pas du tout parce que le Roi Lion ne parle pas des humains, contrairement au Roi Léo. Non, c'est surtout que le Roi Léo parle en partie du rapport entre humains et animaux, alors que le Roi Lion ne parle que des humains. Il faut voir le Roi Lion comme une sorte de longue fable de La Fontaine. Les animaux sont une métaphore des humains. C'est pour ça que, par exemple, il est question d'épousailles. Pourquoi? Épousailles, alliance, fiançailles. Ça veut dire? Qu'un jour, tous les deux, vous vous marierez. L'aspect humain qui est le plus développé dans le Roi Lion, c'est sans doute l'aspect politique. Déjà, il est question de monarchie, puisque Simba doit succéder à son père sur le trône. Et c'est peut-être à partir de là, que l'aspect dictatorial de la monarchie a été mis en place. Après tout, est-ce que les mauvaises monarchies d'aujourd'hui, ce ne sont pas les dictatures? Je ne sais pas, peut-être que je viens de faire exploser tous les politologues qui regardent cette vidéo. De toute façon, il me semble que Zazu a tout résumé avec sa plus belle phrase. Si tu confonds la monarchie avec la tyrannie, vive la République, adieu l'Afrique, je ferme la boutique. Par contre, si je ne développe pas plus cette idée, c'est parce que je ne sais pas de qui vient l'idée de mettre un peu de Seconde Guerre mondiale, une pincée de Seconde Guerre mondiale, dans le Roi Lion. Mais le fait de ne pas le savoir nous renvoie à la question initiale. Qui a écrit le Roi Lion? Il n'y a toujours pas vraiment de réponse à cette question. Peut-être est-il plus rare qu'on ne le pense qu'un scénariste soit seul responsable d'une histoire. On pourrait parfois le croire, mais ce serait oublier toutes les inspirations, tous les avis donnés par les collègues, par les proches, et j'en passe. Pour reprendre les 3 noms que je citais au début, Alexandre Astier a parfois reçu une aide sur le script de la part de l'acteur Serge Papagali. Et en plus, il reprend des écrits de Chrétien de Troyes, qui lui-même avait repris des légendes orales.
Kojima a donné un côté cinématographique aux jeux vidéo. Mais c'est bien qu'il a puisé dans le cinéma, en allant des James Bond au Die Hard, en passant par d'autres œuvres moins connues. Nolan a énormément travaillé avec son frère, qui lui était scénariste. Et quand le frère Nolan ne prend pas part au film, on peut sentir une différence. Chacun des frères avait son propre style. Et Jennifer Lee, que je mets parmi les autres parce que, je l'avoue, j'adore ses œuvres, eh bien elle n'a pas inventé la Reine des Neiges. Et Ralph du monde de Ralph est la version maladroite et humaine de Bowser. Et les scénaristes avec qui elle a travaillé sur Zootopie avouent sans mal avoir été en partie inspirés par le Roi Lion. Peut-être que nous savons déjà, en fait, qui a écrit le Roi Lion. C'est Disney. Disney en tant que vaste studio. Et d'ailleurs, quand on parle de Disney, ça ressemble encore beaucoup à la façon de parler du jeu vidéo aujourd'hui. Parce que quand on est en train de jouer à un jeu vidéo, malgré Kojima ou David Cage, eh bien on est soit en train de remercier, soit en train de maudire les développeurs. Et d'ailleurs c'est marrant comme Rob Minkoff, Roger Haller et Jennifer Lee ne sont pas tellement connus, alors que c'est eux qui ont fait les Disney les plus réputés, ou en tout cas qui ont le plus fonctionné. Donc si un jour quelqu'un vous demande qui a écrit le Roi Lion, vous pouvez soit lui montrer cette vidéo, ou soit, mieux encore, lui montrer les crédits du film. Ou alors vous pouvez lui dire « je ne sais pas et je m'en fous ». Mais à mon avis, si vous êtes encore là, c'est que non, vous ne vous en foutez pas. Et si vous êtes encore là aussi, n'hésitez pas à poser un petit like, à vous abonner, à partager, qui sait, à activer la cloche, à faire un coucou dans les commentaires. Non, c'est déjà bien, c'est déjà très très bien, ce serait déjà fou, ce serait déjà beaucoup. Mais moi j'en fais pas tant. Déjà un like c'est cool. Un abonnement c'est cool, mais alors après le reste, ça fait ouais, quand même. Hein, pas non plus trop en demander quoi. Bon en tout cas j'ai d'autres chantiers qui m'attendent. Donc je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Salut. You know, it was a journey which we were doing together in the best possible way. Regarde.